Salut mes écolos préférés. Le Bitcoin, c'est horrible pour l'écologie car ça consomme énormément d'électricité. Des estimations en 2022 pour Bitcoin disent que la conso totale d'élec se situe entre 90 et 145 milliards de kWh par an, soit entre la conso du Chili et celle du Pakistan et ses 240 millions d'habitants. Ça équivaut entre 0,3 et 0,6% de la consommation annuelle mondiale d'électricité. On estime que les États-Unis hébergent 38% de l'extraction totale des bitcoins, qui consomment actuellement environ 0,9 à 1,7% de la consommation totale d'électricité états-unienne, soit la consommation de 5 millions de foyers états-uniens. Bon, fin de la vidéo, le bitcoin c'est de la merde écologique. Merci, je sais, je suis un gentil écolo. Mais non, vous me connaissez maintenant. J'aime faire le couper, décaler et prendre du recul. Il y a 6 ans, j'ai beaucoup bossé sur le bitcoin pour mon boulot et donné plusieurs conférences. Je m'étais passionné et puis je n'avais jamais osé vous en parler de peur de passer pour un geek fan de techno. Et récemment, un jeune chercheur, Alban Marie, m'a challengé et on a travaillé ensemble à cette vidéo pour aller au bout du raisonnement, pour voir si le bitcoin est une horreur écologique ou au contraire peut être positif pour le climat comme le prétendent certains. Regardons ça. Je ne vais pas vous faire une vidéo détaillée sur comment fonctionne le Bitcoin. Je vous en conseille 2 en lien. Si je simplifie, le Bitcoin c'est comme un grand livre de comptes partagé avec de nombreuses copies partout dans le monde. Pour enregistrer une série de transactions entre plusieurs personnes, au lieu de faire appel à un tiers de confiance comme une banque, le système Bitcoin ajoute un bloc contenant ces transactions au grand livre de compte environ toutes les 10 minutes. Pour cela, un concours mondial est organisé. Il s'agit de résoudre une énigme algorithmique complexe. Celui qui trouve la solution en premier a le droit de proposer un nouveau bloc pour être ajouté à la blockchain. Ce processus est ce qui permet de créer un consensus entre toutes les copies du grand livre, afin que tout le monde s'accorde sur l'état actuel des comptes. Les participants à ce concours sont appelés des mineurs. Lorsqu'un mineur trouve la solution et propose un bloc valide, il est récompensé en Bitcoin. Actuellement, cette récompense est de 3,125 Bitcoin, mais elle diminuera avec le temps. Ce mécanisme de résolution d'énigmes et de consensus s'appelle le Proof of Work, ou preuve de travail. Au début, seuls le ou les créateurs du Bitcoin minaient avec leur ordinateur, puis d'autres ordinateurs ont rejoint le réseau progressivement. Le minage de Bitcoin, c'est comme une grande loterie géante. Plus vous avez de tickets de loterie ou de puissance de calcul dans le réseau Bitcoin, plus vous avez de chances de gagner le gros lot, c'est-à-dire de miner le prochain bloc et recevoir la récompense de minage. C'est pourquoi avec l'appât du gain, ce sont d'énormes fermes de minage qui ont vu le jour. Car quand vous gagnez la récompense de 3,125 Bitcoin, c'est 312 500 € au moment où j'écris ce texte. On pourrait parfaitement interdire les avions, certes avec des conséquences importantes sur notre société, mais on peut le faire. Il faut juste de la volonté politique. Par contre, on ne peut pas interdire le Bitcoin dans le sens le tuer. Toute l'Europe, la Chine, les États-Unis pourraient mettre en prison les personnes possédant des Bitcoins. Interdire le minage du Bitcoin sur leur territoire tant qu'Internet existe et qu'au moins quelques êtres humains continuent de miner avec leur ordinateur, eh bien le Bitcoin sera toujours là. C'est le Deadpool des monnaies. Certes, il devient plus vulnérable aux attaques s'il y a moins de puissance de calcul qui mine. Mais il est inarrêtable. Et ça change notre rapport à Bitcoin. Donc dire qu'il faudrait l'interdire, ce n'est pas comprendre son fonctionnement. On est obligé de vivre avec. C'est fou, hein, mais c'est la réalité. Un des débats les plus vifs autour du Bitcoin porte sur son utilité. Beaucoup disent que c'est pour faire des choses illégales et criminelles. Ouais, l'agence d'analyse Chainalysis a évalué l'activité criminelle à 0,34% du volume total des transactions. Pour les détracteurs, Bitcoin est clairement inutile. Eh bien, je suis complètement d'accord avec ça, mais j'ajouterais inutile si on est français. Pour nous, les occidentaux, le Bitcoin attire surtout des personnes qui ont espoir de se faire de l'argent facilement. Le PDG de JP Morgan considère que c'est même une pyramide de Ponzi. La journaliste Nastasia Adjaji fait une critique virulente du Bitcoin. Chaque gain provient d'une perte. Les nouveaux entrants finançant les gains des étages supérieurs de la pyramide. Et pour entretenir cet enrôlement, un discours et une mythologie sont mis en place pour séduire les personnes qui en veulent au système et qui voient dans Bitcoin un moyen de subvertir l'ordre établi, une réponse à la censure et à la croyance d'un effondrement proche du système bancaire
dû au surendettement des États. Cette journaliste montre ainsi les liens forts entre les partisans des crypto-monnaies, les libertariens et l'alt-right, l'extrême droite états-unienne. Il n'y a qu'à voir le soutien fort de Trump au Bitcoin pendant les élections de cette année. Au-delà de ces critiques, le Bitcoin a à mes yeux un intérêt immense dans 3 cas. Le premier, quand la monnaie de ton pays s'effondre. Mettez-vous à la place d'un Vénézuélien ou d'un Soudanais qui ont vu leur monnaie s'effondrer de 99,9%. Je peux comprendre que dans ce cas, tu essayes de sauver un peu de ton argent en le plaçant dans n'importe quoi d'autre que ta monnaie nationale. Comme par exemple Bitcoin qui est devenu une sorte d'étalon or numérique. Et ce, même si sa valeur fluctue parfois beaucoup. Le deuxième cas est quand tu as besoin de te cacher d'un gouvernement. Le Bitcoin permet de contourner la censure d'un État autoritaire. Un exemple parmi d'autres, les opposants politiques au Nigeria ont vu tous leurs comptes gelés. Grâce au Bitcoin populaire dans ce pays, ils ont pu continuer à avoir de l'argent. Autre exemple, rejeté par PayPal, le génial site web Sci-Hub, qui permet d'avoir gratuitement accès à la recherche scientifique, ne pourrait pas exister sans les dons effectués en Bitcoin. Souvenez-vous aussi quand Visa et Mastercard ont mis un blocus pour empêcher les personnes de financer Wikileaks. Et on ne parle pas de la Chine ou de l'Iran là, mais des États-Unis, les leaders du monde libre. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs un bitcoiner qui a permis de payer l'avion à Julian Assange pour rentrer chez lui après sa détention en prison. Parmi les plus fervents défenseurs du Bitcoin, on trouve le patron de Human Rights Foundation. Quand on voit que récemment une Russe a pris 12 ans de prison pour un don de 50 $ à une organisation de soutien à l'Ukraine, on ne peut que lui donner raison. Troisième cas, il faut réaliser que dans de nombreux pays, le Bitcoin devient indispensable. Partout sur Terre, même aux États-Unis, des personnes cherchent à simplement échanger de la valeur dans un environnement monétaire qui les exclut. Même en France, l'un des pays les plus bancarisés d'Europe, 500 000 personnes ne disposent pas de compte bancaire. Le taux de bancarisation dans les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest était de 21,8% en 2021. En Afrique subsaharienne, le taux de personnes ne possédant aucun papier d'identité est de 44%. Donc va ouvrir un compte en banque avec ça. Et pour finir le panorama, 40 millions d'Africains vivent en dehors du continent, qui souvent ont besoin d'envoyer de l'argent à leur famille restée en Afrique. Western Union se gavait pour permettre ces transactions. Mais le Bitcoin a changé la donne. Ainsi, le Nigeria est le deuxième pays en taux d'adoption du Bitcoin. On peut remarquer aussi en 6e position l'Ukraine, pays favorable à la crypto, car les crypto-monnaies permettent aux Ukrainiens, dans le contexte que vous connaissez, de protéger leur épargne, de recevoir des dons. Bref, dire que le Bitcoin ne sert à rien, c'est un positionnement moral d'occidental nanti, je trouve. Néanmoins, à tous ces exemples que j'ai donnés, Nastasia Hadjadji répond qu'ils sont justement là pour servir le mythe du Bitcoin et ainsi recruter des nouveaux entrants à la pyramide de Ponzi. Alban qui m'aide sur cette vidéo pense que la pyramide de Ponzi est une mauvaise vision. Le prix de Bitcoin est déterminé par un marché et donc ce n'est pas un jeu à somme nulle. Ainsi, il n'est pas nécessaire que des gens perdent de l'argent pour que d'autres en gagnent. Bon, mon but n'est pas de chercher à vous convaincre de posséder du Bitcoin, loin de là, vu que vous n'en avez probablement pas besoin. J'ai même hésité à faire cette partie sur l'utilité du Bitcoin. Mais il me paraissait important de relativiser sa consommation énergétique par rapport à sa valeur perçue. Néanmoins, je sais bien qu'il est difficile de changer d'avis sur la question en quelques minutes. Pour la suite de la vidéo, je vous propose de partir du postulat qu'effectivement, Bitcoin ne sert à rien et que donc chaque watt consommé pour miner, c'est du gâchis. Vous le savez, le méthane d'origine humaine représente la deuxième source de réchauffement climatique, la plus importante derrière le CO2. À un horizon de 20 ans, son potentiel réchauffant est 82,5 fois plus important que celui du CO2. Par conséquent, comme le dit le GIEC dans son 3e volet, il faut impérativement réduire les émissions de méthane et l'ONU considère qu'une forte réduction de méthane permettrait de viser les engagements de Paris. C'est pas mal, non? Or, l'exploitation du gaz et du pétrole dégage énormément de méthane, environ 30% des émissions anthropiques de méthane. Voyez la part en bleu foncé des rejets dans l'atmosphère du gaz non brûlé. Les émissions mondiales de méthane de l'industrie fossile sont restées à des niveaux records en 2023, sans raison puisque les solutions existent et sont abordables d'après l'IEA. Mais force est de constater que cette industrie n'en a rien à carrer. Mais le méthane, il pourrait l'exploiter, non?
vu que c'est une source d'énergie? Eh bien, pas vraiment, car ce n'est pas viable économiquement. Dans les endroits reculés où on a extrait des énergies fossiles, il n'y a généralement pas de pipeline pour acheminer le gaz sur quelconque réseau. Et construire un pipeline spécialement pour ça ne serait pas rentable. Généralement, les exploitants pétroliers ont deux choix. Libérer directement le gaz dans l'atmosphère comme des salles, ou faire brûler ce gaz pour transformer le méthane en CO2 moins polluant. C'est le torchage. Le torchage existe grâce à des régulations forçant les entreprises pétrolières à ne pas libérer le méthane directement dans l'atmosphère. Mais ces régulations n'existent pas partout sur Terre et sont difficiles à faire appliquer. En plus, le torchage n'est pas une solution miracle, car quand il y a du vent, le torchage n'est pas parfait et donc une partie du méthane n'est pas brûlée. D'ailleurs, l'efficacité du torchage serait bien moindre qu'estimée. Des chiffres récents avancent que les émissions réelles sont en réalité 5 fois supérieures aux estimations. C'est dans ce contexte que le Bitcoin intervient. Le méthane peut être utilisé pour produire de l'électricité en le faisant passer dans une génératrice. L'électricité produite peut alors être utilisée pour miner du Bitcoin dans un lieu isolé. Le minage de Bitcoin permet ici de gagner de l'argent, alors que les autres méthodes leur coûtaient de l'argent. Alors vous allez me dire, oui mais cette électricité pourrait servir à quelque chose de bien plus utile que Bitcoin. Oui, mais où le pétrole et le gaz sont extraits, il n'y a pas de réseau électrique et de clients pour consommer l'électricité. Et si ça existait en bon capitaliste, je vous jure que les extracteurs d'énergie fossile l'auraient déjà fait pour gagner plus d'argent. Le Bitcoin peut ainsi réduire de 63% ses émissions de méthane issues de l'exploitation du gaz et du pétrole. Attention, on n'est plus au stade de l'idée, Exxon et ConocoPhillips lancent des projets pilotes. Exxon l'étend même à 4 pays. Ce raisonnement pour les puits de pétrole fonctionne aussi pour toute émanation de méthane. Ainsi, on voit des projets de conversion de bouse de vache en minage Bitcoin et aussi de gaz de méthane de décharge. Des chercheurs parlent aussi d'usines d'épuration, d'opérations de transformation agricole, etc. Bon, dans tous ces derniers cas, la connexion au réseau électrique serait réalisable. Mais la question est, pourquoi ne l'ont-ils pas déjà fait alors? Là où le Bitcoin est génial, c'est qu'il crée une incitation économique à ne pas émettre ce méthane dans l'atmosphère et donc à préserver le climat. Cela ne nécessite pas d'attendre la mise en place d'une régulation partout sur Terre et des gens pour contrôler que ce soit effectivement bien appliqué par ces industriels. Tout réseau électrique doit à chaque instant avoir sa production et sa consommation d'électricité parfaitement équilibrées. Une surproduction peut engendrer une surtension, une détérioration des équipements du réseau et de vos appareils. Et surtout, quand l'écart devient trop important, ça peut entraîner un effondrement du réseau électrique. À mesure que les énergies renouvelables se développent partout sur Terre, il devient de plus en plus compliqué d'équilibrer le réseau. Car l'éolien et le solaire produisent parfois beaucoup quand on n'en a pas spécialement besoin. Regardons ce qui se passe actuellement en Australie pour bien illustrer ce problème. Environ un ménage australien sur 3 est équipé de panneaux solaires. Le gestionnaire australien a été contraint de prendre des mesures drastiques pour éviter une surcharge du réseau. Parmi les solutions, certaines installations solaires pourraient être temporairement déconnectées pour soulager la pression sur le réseau. Il a été même envisagé de taxer les Australiens lors des pointes de production s'ils injectent sur le réseau. Quand je discute en off avec certains acteurs d'électricité français, ils sont très inquiets pour gérer l'instabilité du réseau si l'Allemagne atteint ses objectifs d'énergie renouvelable. 3 solutions pour minimiser ce problème. Option 1, stocker l'énergie, mais la quantité d'électricité stockable sera toujours limitée, à moins d'avoir des steps gigantesques. Option 2, stopper les moyens de production. Option 3, inciter les personnes et les entreprises à consommer davantage en baissant les prix de l'électricité, qui deviennent même parfois négatifs. Pas mal de pays mettent des prix qui varient fortement en fonction de la production des énergies renouvelables. En 2020, le Texas a vu des zones où les prix de l'électricité ont été négatifs 25% du temps. Ça veut dire que l'on paye des personnes pour consommer à ces moments-là. Ces 3 options fonctionnent mal et surtout plombent économiquement les producteurs d'électricité bas carbone, qui aimeraient plutôt vendre leur production. Reste donc la possibilité de consommer plus d'électricité lors des surplus. C'est là que le Bitcoin peut jouer un rôle intéressant. Les fermes de minage de Bitcoin étant très consommatrices d'électricité, elles ont tout intérêt à consommer cette électricité pas chère et de ce fait participer à la stabilité du réseau. Cette opération est gagnante-gagnante. Les gestionnaires de réseaux électriques ont la garantie de vendre leur surplus d'énergie
Et les mineurs de Bitcoin achètent avec grand plaisir cette électricité à bas coût. Ça va même plus loin, il existe maintenant des entreprises qui vendent des conteneurs remplis de machines de minage à ces producteurs d'énergie pour miner quand ils ne trouvent pas de consommateurs. Et potentiellement ils peuvent trouver de nombreux producteurs dans ce cas-là. Bitcoin reste encore très carboné. Néanmoins, on est loin du temps où c'est le charbon chinois qui alimentait les fermes de minage. Difficile d'avoir des chiffres précis, mais plusieurs sources estiment qu'environ 56% du minage mondial s'effectue sur la base d'un mix électrique bas carbone. Ce chiffre est à prendre avec des pincettes car issu du lobbying des cryptos. Mais ce chiffre devrait ne faire que croître. Si on résume, le Bitcoin a des effets positifs pour le climat dans 3 cas. Premier cas, le torchage du méthane, comme on l'a vu. Deuxième cas, en aidant à l'équilibrage du réseau. Bitcoin permet de favoriser le déploiement des énergies renouvelables. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais des articles scientifiques présents dans la littérature. Et ce, même dans des pays déjà saturés comme l'Allemagne, le Texas ou l'Australie. Finalement, dit plus simplement, Bitcoin repousse le plafond de verre du pourcentage d'énergie renouvelable intermittente que l'on peut mettre dans un mix électrique. En plus de cette aide technique, Bitcoin résout un problème économique. Sans Bitcoin, il n'est pas garanti que l'électricité produite par des panneaux solaires ou des éoliennes puisse être revendue. Électricité non vendue implique donc moins de profit pour les producteurs d'électricité, qui sont donc incités à ne pas déployer de nouvelles éoliennes et panneaux solaires. Troisième cas, Bitcoin permet de casser un cercle vicieux. Pas de financement pour la centrale de production, car pas de réseau déployé. Et pas de déploiement de réseau, car pas de centrale de production. L'entreprise Big Block Data Center a ainsi connecté un producteur dans la République démocratique du Congo qui a un barrage et qui ne trouve pas toujours un consommateur car le réseau y est peu déployé. Or, si même dans ces régions on veut décarboner les usages, il faut bien de l'électricité. Ah oui, aussi le Bitcoin qui rentre en compétition avec l'or comme valeur refuge consomme 2 fois moins que l'or. Et franchement, le minage de l'or, c'est vraiment inutile. On en a assez avec le recyclage pour alimenter les besoins industriels. Mais bon, on pourrait me dire, au lieu de remplacer l'or, le Bitcoin pourrait juste se rajouter à l'or. Attention, les mineurs ne sont pas des anges, hein. Ce sont des gens qui sont là pour faire du business. Oui, ils minent quand l'électricité n'est pas chère. Dans les faits, à partir du moment où l'énergie n'est pas trop chère, les mineurs vont faire tourner leur machine à fond, même si l'électricité est très carbonée. Au Texas, par exemple, ils ne s'effacent jamais, c'est-à-dire ils n'arrêteront jamais de miner, sauf lorsqu'on les paye via un programme d'effacement, car autrement, ils n'ont aucune conscience écologique. Donc non, les mineurs ne sont pas vertueux. Il est donc important que les énergies bas carbone restent les moins chères pour ne pas se mettre à miner sur du charbon. Et pour ça, il faut qu'on arrête de subventionner les énergies fossiles. Subventions aux combustibles fossiles qui ont atteint le délirant niveau record de 7000 milliards de dollars. D'ailleurs, si les mineurs croyaient vraiment ce modèle de miner seulement en période de surplus, ils développeraient leur propre unité de production d'électricité renouvelable et intermittente et seraient plus cohérents avec des valeurs anarchistes et d'indépendance qu'ils défendent. Ce qui est intéressant avec le verdissement du Bitcoin, c'est qu'il pose la question de la gestion du surplus d'électricité. Le PDG de Big Block Data Center dit « On est le client de dernier recours. On a besoin de très peu d'infrastructures, pas besoin de routes ni de ports. Donc on est les seuls à pouvoir récupérer ces mégawatts. » Attends. Pourquoi il dit qu'ils sont les seuls? Est-ce vrai? Parce que ça rejoint exactement le discours de Negawatt et certains écolos qui, pour vendre un scénario 100% ENR, dit que le surplus permettra de faire de l'hydrogène. À chaque fois que je parle avec un acteur de l'hydrogène, il me sort ça. Donc plutôt faire de l'hydrogène que du Bitcoin? À la différence près que Bitcoin, ça fonctionne à grande échelle en 2024, contrairement à l'hydrogène. Et puis stocker et transporter de l'hydrogène, c'est pas aussi facile que de poser un conteneur de calcul au milieu du Congo, du Texas ou du Kazakhstan. D'après moi, il y a 3 choses que l'on pourrait faire de bien mieux que de miner le Bitcoin avec les surplus. La première, faire de la chaleur si les ENR sont proches des villes, car la chaleur se stocke très bien. Mais bon, les ENR sont rarement proches des villes. La deuxième, charger les véhicules électriques. Quand le petit monde de l'automobile arrêtera de faire sa tête de mule et permettra d'accéder à la batterie des voitures aisément, on aura avec des millions de véhicules électriques un super moyen de stabiliser le réseau en rechargeant les batteries pour que dalle au moment où justement il y a les surplus. La troisième, un autre acteur pourrait faire exactement comme le Bitcoin, l'entraînement des IA qui ont des besoins électriques gargantuesques. Quand elles sont conçues par les GAFAM et compagnie, ces IA ont des points de reprise dans leur entraînement
pour encaisser les interruptions. Ce sont des monstres de consommation qui pourraient d'un seul coup se verdir en ne fonctionnant que lors des surplus et s'effacer quand il le faut. Bon, dans les faits, aujourd'hui, ces acteurs sont exigeants et veulent une qualité de service. Mais peut-être qu'il y a un modèle économique alternatif si les développeurs ou chercheurs ne sont pas vraiment pressés. Comme d'habitude, l'écologie s'est changé son rapport au temps. D'ailleurs, Gartner prédit que les pénuries d'électricité menacent 40% des centres de données d'IA d'ici 2027. Donc ils vont vraiment devoir apprendre à vivre avec l'intermittence, donc avec les surplus. Aujourd'hui, ces périodes de surplus restent proportionnellement rares, mais devraient croître fortement. Mon pari est que des business vont se monter autour de cette électricité peu chère, rendant le service qu'apporte le Bitcoin peu utile, surtout dans un monde qui manque d'électricité bas carbone pour décarboner notre économie. En attendant, il n'y a que le Bitcoin qui soit aussi efficace pour le faire, car le minage de Bitcoin dispose d'un cahier des charges quasi parfait pour ce problème. Miner est très électro-intensif, le minage peut être arrêté à chaque instant sans coût, le minage est très mobile, modulaire, demande peu d'espace et ne demande qu'une connexion internet basique. Mais bon, on peut quand même se poser légitimement la question suivante. Est-ce bien raisonnable de continuer à développer autant d'énergie renouvelable intermittente si on se retrouve avec autant de surplus? Je dirais qu'il y a 3 phases. La première, quand on commence à développer des ENR, tout se passe bien et c'est très utile car ça permet de diminuer le recours aux énergies fossiles. La deuxième phase, on commence à avoir souvent des périodes de prix négatifs car les ENR produisent plus que la demande à certains moments. La stabilité du réseau et l'économie des producteurs sont mises en danger et là le Bitcoin joue un rôle très intéressant. La troisième phase, on continue à développer des ENR sans développer d'autres énergies bas carbone pilotables comme le nucléaire ou l'hydraulique. À ce stade, installer des éoliennes et des panneaux solaires, ça ajoute de grosses contraintes au réseau. Ça décarbone bien moins le mix électrique car ça nécessite du backup gaz et le tout sans faire baisser le prix de l'électricité, voire même au contraire. L'Allemagne est à ce stade-là en fermant ses dernières centrales nucléaires. À ce stade-là, le Bitcoin apporte toujours un service intéressant, mais sert juste à compenser les effets d'une mauvaise stratégie énergétique. Et la France dans tout ça, on verra à la fin. J'espère que vous aurez changé un peu votre regard sur Bitcoin en sortant du noir ou blanc. Selon vos valeurs, il pourra être jugé comme inutile, mais bon, notre avis importe peu vu qu'il est là pour durer. Si vous êtes un Européen, je ne souhaite pas que cette vidéo vous serve d'excuse pour aller acheter du Bitcoin, pour spéculer et gagner plus d'argent pour plus consommer. C'est pas très écolo. Mais en disant ça, je m'inscris dans la morale, et ce n'est peut-être pas mon rôle. Et puis, peut-être que je tiendrai plus ce discours si l'économie de notre pays s'effondre, ou si nos gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires, avec les prochaines crises et chocs climatiques. Alors pour la France, on subit aussi des périodes de surplus. Donc si le patron d'EDF et l'État pouvaient changer leur positionnement sur Bitcoin, vu que le Bitcoin est inarrêtable, ce serait intéressant, au moins pour ouvrir le débat. Car Bitcoin peut aussi apporter un bénéfice aux centrales nucléaires. EDF adapte tout le temps la puissance des centrales nucléaires pour laisser la place aux énergies renouvelables. Là, vous le voyez sur une journée. Ici, sur un mois. Quand le vent souffle en vert, les centrales en bleu produisent beaucoup moins. Au lieu de s'effacer, EDF pourrait produire de façon constante avec les centrales, vu que ça ne change pas grand-chose pour eux, et d'utiliser le trop-plein d'électricité nucléaire pour miner, ce qui leur permettrait de gagner beaucoup d'argent pour rembourser une partie de leurs dettes et construire de futurs EPR. Je rappelle qu'EDF c'est l'État, donc c'est nous. Et au passage, changer fréquemment la puissance d'un réacteur pour laisser la place aux énergies renouvelables peut poser des défis techniques et accroître l'usure de certains composants. Bref, EDF ne l'a pas fait que par idéologie anti-Bitcoin, alors que le projet était dans les cartons prêt à être lancé d'après Big Block Data Center. En tout cas, ailleurs dans le monde, on a beaucoup moins de scrupules. Au Japon et même en Allemagne, les énergéticiens se mettent à miner avec les surplus. Ah oui, dernière chose, certains défenseurs du Bitcoin ont un autre argument en faveur de l'écologie. Une des raisons à la surconsommation systémique et à la prédation infinie de nos ressources finies s'explique en partie par la capacité de nos monnaies à être imprimées en quantité illimitée. Il est impossible de respecter quelque accord de pareil que ce soit avec un système monétaire qui incite à la consommation et au court terme. L'économie étant hors de mon champ de compétences, je ne peux pas savoir si c'est vrai. Si certains d'entre vous le sont, merci de partager votre avis dans les commentaires, ce serait enrichissant. J'espère que ça vous a plu et fait poser plein de questions. Merci à ceux qui participent au Tipeee pour une écologie efficace
Et pensez à liker ou partager la vidéo, c'est pour l'algorithme et tout ça. Allez, bécou!